Je voudrais préciser tout d'abord que nous ne sommes pas à Paris, mais plus heureusement dans le sud-ouest, à Pau que nous avons découvert ce matin sous un merveilleux soleil, que nous voyons maintenant avec une brume encore très belle. Pourquoi très belle? Parce qu'elle annonce pour demain une journée encore très belle. Mon invité aujourd'hui, Alexis Arête-Landrès. Vous êtes, Alexis, un authentique paysan qu'un simple certificat d'études a su toutefois ouvrir aux curiosités de la vie. Mais vous êtes aussi poète, et vous avez été soldat, et, comme beaucoup d'autres, attentif à la marche du temps, vous vous époumonez à vouloir être homme, et c'est de plus en plus difficile. Certains diront, parlant de vous, voilà le parfait autodidacte. Le mot est beau, et le mot est laid. Il est beau parce qu'il est riche d'ancienne pauvreté, il est laid parce qu'il est plein de sous-entendus. Nous en parlerons si vous le voulez bien. Et la bêtise suggère qu'un homme qui n'a pas eu les premières connaissances apprend trop et mal par la suite. On parle de boulimie de l'ignorance à combler, et on dit de l'autodidacte souvent, c'est un inachevé. Alors je voudrais savoir quel est votre sentiment, vous l'autodidacte, vous qui avez un certificat d'études mais qui lisez le latin et qui parlez les langues, quel est votre sentiment sur le mot autodidacte? Oh, le mot n'est pas joli, il n'est pas poétique, mais il renferme tout de même un certain nombre de vérités. Et je crois qu'il y a chez l'autodidacte une profusion de plaisir d'abord, car ce qu'il étudie, c'est ce qui lui fait plaisir. Il y a donc cette avancée dans la joie, et je dois dire que je l'ai éprouvé toute ma vie, lorsque j'ai commencé surtout l'étude de la proto-histoire, pour en revenir aux sources de ma région, de ma race. Et lorsqu'ensuite... Vous dites de ma race? De ma race, oui. Non pas que je sois raciste, mais je pense que les pays, lorsqu'on y habite très longtemps, finissent par constituer des races. Les races n'existent pas à l'origine, elles existent au point terminal. Que pensez-vous de ces professeurs qui disent que le mot race est un non-sens? Bon, je pense que c'est un peu une mode. Le mot race a fait peur il y a une trentaine d'années et on n'est pas encore revenu de ces peurs-là. Mais enfin, il faut bien quand même nommer les ethnies d'une façon qui soit plus commode que les ethnies. Alors, pourquoi ne pas dire les races? Et en tous les cas, il faut bien que nous désignions le particularisme béarnais face au particularisme basque de quelque façon. Alors, nous pouvons dire aussi bien la race sans donner à ce contenu un sens absolu. Alexis Arête-Landrès, si vous n'aviez pas été autodidacte, auriez-vous eu cette intelligence de la vie? Oh, intelligence de la vie, le mot est très fort. Il y aurait quand même eu, je pense, cette curiosité de l'esprit. Je suis d'une curiosité inlassable et cela m'a desservi dans beaucoup de circonstances, car l'on éprouve toujours le désir d'aller plus en avant et peut-être de ne pas approfondir suffisamment les choses, car on sait qu'en goûtant les choses d'une façon superficielle, c'est un peu comme le miel, eh bien on cueille le meilleur que possède l'existence. Vous avez, c'est vrai, une boulimie de la connaissance maintenant. Vous voulez en savoir plus, mais en voulant en savoir plus, on fait la somme de ses ignorances. Oui, c'est exact, mais voyez-vous, Marx a dit qu'il ne fallait pas comprendre le monde, il fallait le changer. Je pense que c'est une ânerie majeure. Et je crois au contraire, pour changer le monde, il faut d'abord essayer de le comprendre. Et si l'on ne comprend pas le sens de la destinée humaine, on ne comprend rien. Et finalement, on se cantonne, on verse dans l'impuissance. Vous êtes béarnais d'abord, et cela veut dire quoi, être béarnais d'abord? Ah, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire d'abord que l'on est fils... être français aussi. Ça veut dire être français, mais ça veut dire que l'on est fils d'une terre très particulière, qui vous a ouvert un certain nombre d'horizons que n'ont peut-être pas les autres ennemis. Mais vous avez dit, ça veut dire être français. Léon Bérard disait ceci, dans le fond, nous sommes devenus français parce que nous l'avons toujours été. Le mot est un peu fort, mais il explique bien cet attachement qui unit les hommes de l'Adour et les hommes de la Loire, car il y a une même façon d'aborder les problèmes, un certain esprit léger, semble-t-il, à première vue. Mais l'esprit n'est pas léger. C'est simplement l'apparence de l'esprit qui est légère. En fait, ce sont des hommes qui dissimulent très bien leurs sentiments parce qu'ils ne veulent pas complexer leur entourage. Je disais tout à l'heure, Alexis, que vous étiez paysan à votre commencement, mais vous êtes encore paysan aujourd'hui parce que je crois que c'est nécessaire. Et il est vrai qu'un paysan, je ne sais pas si vous conduisez votre charrue dans les champs, mais lorsqu'un paysan conduit sa charrue, il a la chance de pouvoir être ailleurs, de
pouvoir regarder le soleil, de pouvoir être dans les étoiles et de savoir le nom d'un arbre et même le goût d'une fleur. Je crois que vous avez donné le véritable sens du mot paysan. Le paysan, c'est celui qui garde la terre et qui la fait valoir. Ce n'est pas celui qui exploite le sol. Celui-là, c'est l'agriculteur. Alors, je constate qu'il y a beaucoup de paysans qui sont des gens de la ville, mais qui sont profondément paysans. Et je constate hélas qu'il y a beaucoup de gens à la campagne qui sont de moins en moins paysans et qui sont de plus en plus agriculteurs, c'est-à-dire qui sont déjà dévorés par la contre-civilisation technicienne et qui finalement sont en quelque sorte des renégats. Alexis Arep-Landrès, il y a la grande question actuelle, faut-il être de quelque part, faut-il être enraciné dans un pays, dans une famille, faut-il avoir le sens du réel, faut-il être un héritier? Il faut être un héritier et un ancêtre. La parole n'est pas de moi, mais je la trouve très belle, et je crois qu'il faut être quelqu'un de quelque part. C'est dans un terroir déterminé que l'on accomplit pleinement sa vocation. Mais le goût du beau, le goût du vrai, il vient comment? Il est inné? Je pense qu'il vient d'abord de la délicatesse que l'on trouve chez sa mère, chez son père, dans un environnement familial, dans une éducation que l'on reçoit, et puis ensuite dans un certain nombre de choix. Finalement, je crois que c'est Bouddha qui disait ceci, ce n'est pas par ce qui est haut que l'on réalise ce qui est le plus haut, c'est par ce qui est le plus haut que l'on réalise ce qui est haut. Alors je crois qu'il faut constamment faire les meilleurs choix possibles afin de ne pas tomber dans la médiocrité. Voulant être paysan, voulant le rester, vous n'êtes pas allé au-delà du certificat d'études, mais vous avez beaucoup étudié. Mais à un certain moment, vous êtes-vous demandé pourquoi n'ai-je pas la chance d'apprendre, pourquoi n'ai-je pas la chance de continuer, d'aller par exemple à l'université? C'est une question qui s'est posée pour vous? Non, voyez-vous, jamais. Jamais. J'ai longtemps considéré que j'avais une certaine vocation à assumer dans mon milieu et que si mes parents ne m'avaient pas fait étudier, ils auraient fait les sacrifices nécessaires à un certain moment donné, mais je ne l'ai pas voulu. Je pensais que j'étais destiné à rester vraiment fils de la terre, car ma famille est enracinée dans mon village, depuis l'origine des temps, pourrait-on dire, puisque ma maison porte sur la pierre du linteau, la date de 1180, je crois. Alors il y a quand même une certaine permanence sur cette terre, et comme j'étais le seul fils de la famille, je n'avais que des sœurs, il me fallait absolument assumer cette permanence et continuer la tradition. Enfin, vous avez eu la chance d'avoir une famille qui vous a transmis et les récits, et les chansons, et les histoires. Oui. C'est-à-dire un héritage. Oui. Ma grand-mère m'a transmis les vieilles chansons, de très très vieilles chansons que l'on ne retrouve presque nulle part ailleurs. Et puis, j'ai vécu dans une famille qui était une famille heureuse. J'ai toujours entendu mon père chanter en travaillant. Ma mère aussi chantait beaucoup. Alors, je crois que cela a finalement formé ma sensibilité et cela m'a permis de rêver et de devenir peut-être quelqu'un de différent. Vous estimez que le seul fait de vivre est un bonheur? Oui, mais qu'appelle-t-on vivre? Je pense que l'intensité l'emporte sur toute autre chose. Il ne s'agit pas de vivre de n'importe quelle façon. Il ne s'agit pas non plus de vivre très longtemps. Il faut vivre très fortement. Et l'on ne vit fortement qu'en travaillant d'arrache-pied à ce que l'on aime. Et vous l'aimez? J'aime mon métier. Et votre métier, c'est quoi? C'est écrire? Mon métier, ce serait d'abord de nourrir les hommes. J'aime cela. Et je pense que la civilisation ou la contre-civilisation qui nous entoure fait actuellement malheureusement de l'agriculteur un empoisonneur public. Alors je pense qu'il y a des hommes comme moi qui recherchent d'autres moyens de nourrir leurs frères. Et un jour ou l'autre, je pense que cette contre-civilisation mécanicienne qui produit des matières, des aliments qui sont pollués à la source, je pense qu'elle s'écroulera. Lorsque je vous ai demandé quel était votre métier, vous ne m'avez pas dit paysan. Que vous ai-je répondu? Je vous ai dit écrire, vous êtes allé ailleurs.
Oui. Comme si le seul fait d'être paysan vous permettait justement d'aborder d'autres rivages. Je pense que c'est vrai et c'est faux dans un sens. Voyez-vous, lorsque je suis parti en Indochine, je suis parti pour la même raison que je vous indiquais tout à l'heure. J'étais le seul fils de la famille. Or, dans ma famille, il y a une tradition. On est paysan dans une branche et l'on se bat dans l'autre. Alors il fallait cumuler les deux choses dans le même homme. Ce n'était pas facile, mais je ne suis pas parti en Indochine pour me battre simplement pour accomplir une prouesse. Ça correspondait à un sentiment intérieur. Il fallait que je fasse mes preuves vis-à-vis de moi-même. Ensuite, je reviendrai dans ma terre, apaisé, beaucoup plus sûr de moi, certain que j'avais accompli le devoir de tradition familiale et je pourrais me consacrer à autre chose, riche de mon expérience. L'expérience de la guerre ne m'a absolument pas déçu. Elle m'a beaucoup appris. Elle m'a appris à connaître en particulier des hommes d'autres horizons, d'autres races. J'ai lié des amitiés inoubliables et puis je me suis finalement retrouvé, et c'est là le grand butoir où l'on se découvre un homme, je me suis trouvé seul devant la mort. Oui, mais partant pour l'Indochine, vous deveniez combattant, donc vous deveniez le défenseur d'une idée. Oui. Cette idée, quelle est-elle pour vous? À ce moment-là, je croyais que la France représentait la grande civilisation. Nous nous étions peut-être trompés sur ce qu'était la France, mais dans notre pensée, la France était quelque chose de très grand, et par quoi les hommes pouvaient parvenir à une civilisation meilleure. C'était la consigne que nous avait donnée le maréchal Delattre de Tassigny, d'ailleurs, et avec mes camarades, nous partagions cet idéal. Vous le savez, Alexis, l'enfance s'attache à des lectures qui sont des sources de sagesse, des sources d'amusement ou des sources de poésie. Quelles ont été vos premières lectures? D'abord, dans votre maison, y avait-il des livres? Vous vous rappelez la fameuse phrase de celui que vous aimez beaucoup, Gustave Thibon, et que j'aime, ce philosophe paysan, ce paysan qui est devenu un grand philosophe, et qui disait « Il n'y a rien de plus triste que des maisons sans livres ». C'est exact. Il y avait beaucoup de livres, et dans la maison de mon père, et dans la maison de ma mère. Et dans tous les villages, autrefois, il y avait des maisons où il y avait beaucoup de livres, et on les retrouve beaucoup moins, je pense. Oui, dans ces villages de paysans. Mais on lisait beaucoup. On lisait à la chandelle, et un seul faisait la lecture pour toute la maisonnée. C'était ainsi dans la maison de mon père. C'était la maison de ma mère, n'est-ce pas? Mais mon père me racontait que sa mère lisait pour toute la maisonnée à la lueur de la bougie. Donc, il y avait une culture, et cette culture était meilleure que celle que l'on reçoit actuellement parce qu'elle était partagée, comme le pain partagé. C'était une sorte de communion. Elle était désirée. Elle était désirée. Ensuite, dans la maison où je vis, la maison de ma mère, il y avait beaucoup de livres parce que mes oncles avaient des carrières différentes. Ils n'étaient pas paysans, mais ils étaient étudiants, ils étaient partis ailleurs, ils étaient soldats. Alors, ils avaient amassé beaucoup d'ouvrages. Alors, je dévorais tout ce qui me tombait. Mais les premières lectures, lesquelles? Mes lectures d'enfance, je ne m'en souviens pas tellement. Mais je sais que déjà, j'étais très porté sur ce que l'on appelle la science-fiction, à tel point que les lectures de Wells et plus que celles de Jules Verne encore me passionnaient. Et puis, vous avez cité Gustave Thibon. À l'adolescence, j'ai découvert d'une façon merveilleuse Gustave Thibon, et ça a été un éclairage qui m'a poursuivi toute la vie. Et la Bible et Homère sont venus à quel moment, là? Eh bien, ils sont venus un peu plus tard. Je crois que je n'ai découvert Homère que vers 20 ans. Alors ça a été véritablement l'éblouissement parce que ça a correspondu à ce désir d'évasion. L'Odyssée, finalement, ça a correspondu à la période où je partais en Indochine. Et alors, je me suis un peu identifié à deux personnages, non pas que je me sois identifié parfaitement, mais si vous voulez, j'ai été subjugué par la personnalité de deux personnages. L'un a été certainement sur le plan religieux Moïse et l'autre a été Ulysse. Pourquoi? Eh bien parce que ces deux personnages tranchent avec les héros de l'Antiquité. Jusqu'alors, tous les héros de l'Antiquité, que ce soit Gilgamest avec un Kido, que ce soit Hercule avec Iolaus, ils ont tous des compagnons, ils ont tous un frère. Moïse est seul. Aaron n'est pas un frère. Aaron, c'est un beau salaud, entre nous soit dit. Et Ulysse est seul, et il va affronter les dangers tout seul. C'est déjà le drame de l'homme moderne, qui doit se mettre en face de lui-même et en face de son Dieu. Et l'un et l'autre ne triompheront de leur destin qu'en faisant un acte d'obédience, l'un entre les mains de Jéhovah, l'autre entre les mains de la déesse. Mais Alexis, dans ce choix, il y a tout de même quelque chose de significatif. La Bible, c'est le livre de la création, et Homère, c'est le livre de l'aventure humaine. Oui. Dans tout ce qu'elle a d'exact. Mais la création, c'est-à-dire de légendaire. C'est exact. Mais légendaire, pourquoi légendaire? Toutes les légendes ne sont que des vérités transposées.
Et je pense qu'il y a un fond de vérité. Regardez, lorsque Schliemann a découvert Troie, comment l'a-t-il découvert? Non pas par sa science, non pas par des connaissances qu'il aurait acquises sur le terrain. Il a simplement lu Homère, il l'a relu. Et un jour, lorsqu'il s'est trouvé devant le promontoire d'Issarlik, il a dit « c'est là ». Il y a donc une science qui nous vient d'une certaine ferveur contenue, à condition que cette ferveur soit constamment alimentée toute une vie. Alexis Zarad de Landrez, lorsque vous êtes sur votre champ, et s'il vous arrive de rencontrer un intellectuel qui ne vous connaît pas, et si vous engagez la conversation, et si vous lui dites ce que vous me dites, comment réagit-il? Comment peut-il admettre qu'un homme sur le terrain, comme vous, sache tellement de choses? Je ne lui dis jamais ce que je viens de vous dire, parce que les intellectuels s'intéressent très peu à ce genre de choses. Ils ne sont pas curieux. Les intellectuels aujourd'hui, non, ils ont leur dada. Et c'est-à-dire leurs obsessions. Leurs obsessions. Ce sont des esprits extrêmement compartimentés. Alors, la conversation s'épuise généralement très vite. Finalement, mes compagnons de conversation, ce sont des gens que je retrouve autour de cette équipe que l'on appelle l'équipe de Syros, et qui, à partir de la curiosité... Syros est un petit village où vous avez organisé un festival qui fait beaucoup de bruit, qui chante le béarn. Ce n'est pas moi, mais je pense qu'il faut préciser ce qu'est Syros pour ceux qui nous écouteraient éventuellement. Syros est un tout petit village au cœur du Béarn. Il se trouve placé au cœur du Béarn comme Paris se trouve au cœur de la France, à peu près dans cette position géographique. Et depuis 10 ans, à l'initiative de quelques jeunes du village, il se tient le festival de la chanson béarnaise qui draine toutes les bonnes volontés pour venir s'exprimer par les chants et par les contes. Eh bien, il y a là une équipe étonnante. Ce sont des gens qui ont eu d'abord à l'origine l'amour de leur pays, qui en ont ensuite la curiosité, et qui à partir de cela ont développé un certain nombre de connaissances. Et hier soir, j'étais encore avec l'initiateur du festival de Syros, mon ami André Mariette, et Jean-Claude Coudouille, un conteur éminent. Bon, nous avons discuté jusqu'à minuit. Mais nous avons parlé également d'Homère, en parlant du Béarn. Nous avons parlé de la géométrie dans l'espace, qui était le moyen de prouver l'existence de Dieu. Nous avons parlé de beaucoup de choses, et passant de l'une à l'autre, notre conversation fut un véritable divertissement. Nous en sommes sortis reposés. Vous avez pris la décision de chanter le Béarn et de revenir aux traditions et de les faire connaître, mais vous ne pensez pas que, dans une certaine manière, vous courez un péril, c'est-à-dire d'avoir à affronter et les Jacobins et les séparatistes? Ah, si. Nous l'avons éprouvé depuis 2 ans à Syros, et ce moyen terme qu'il nous faut tenir est un moyen terme difficile. Ce sera d'ailleurs la tâche des années qui viennent, et finalement nous sommes dans la position de Jean le Bon à la bataille de Poitiers. Père, gardez-vous à droite, Père, gardez-vous à gauche. Il y a 2 tentations auxquelles nous sommes affrontés. Mais pour nous, notre position est très très claire. Nous sommes béarnais et nous sommes français. C'est-à-dire que nous estimons que les 300 ans de culture française que nous possédons, elles font partie de nous-mêmes. On ne peut pas rayer d'un trait de plume 300 ans d'histoire. Ce n'est pas vrai. Et ces 300 ans comptent peut-être autant que toute notre hérédité, parce que c'était des époques hautement culturelles. Nous sommes donc très fermement français, et s'il y a une hiérarchie, j'oserais même dire que certains de mes camarades, comme André Mariette, sont encore plus intimement français que moi. J'ai beaucoup voyagé, je me suis posé beaucoup de questions. Je sais, ou j'éprouve la tentation de savoir que les civilisations sont mortelles. Alors, parfois, je me suis demandé, et si la France est vraiment la Rome de la décadence? Est-il normal que nous, Béarnais, nous nous attachions à un char qui va sombrer? Bon, la question est légitime, mais personnellement, je me refuse de lui donner une réponse, car tant qu'il restera un espoir pour les provinces françaises et les régionalistes français que nous sommes, de ressusciter la France qui se meurt, en lui donnant un regain, un renouveau à partir de ces provinces, nous tenterons l'expérience. Vous êtes pour un pouvoir régional, pas une armée dans chaque région, mais une culture. Ah, je considère qu'un des faits importants... La culture existe. La culture existe. Il suffit de la comprendre. Mais bien sûr, et de la découvrir, et de la faire valoir. Et de la respecter. Et de la respecter.
Je pense que c'est le mot-clé, respecter sa culture. Mais je suis à tel point pour le pouvoir régional que je considère que l'élection de Jean-Jacques Servan-Schreiber, je ne partage pas ses idées politiques, mais je pense que c'est un élément important. Et la phrase qu'il a dite dernièrement, après son élection, il a dit, je crois, le pouvoir régional devient le devoir régional. Eh bien, j'irai plus loin. Et j'en parlais hier soir avec mes camarades qui étaient d'accord. Nous disions ceci, désormais, le pouvoir régional devient le devoir national. Dans quelle mesure serons-nous entendus? Eh bien, je ne le sais pas. Jusqu'à présent, je dois dire que nous n'avons pas été compris et que les positions de M. Giscard d'Estaing sont nettement en retrait auprès de celles qu'avaient pris M. Pompidou ou Charles de Gaulle. Pourtant, Dieu sait si je n'ai jamais été régimiste. Mais je pense que je suis encore plus sévère pour la politique de M. Giscard d'Estaing que pour celle de ses prédécesseurs. Alexis Arête-Landrez, vous pouvez comprendre ceux qui considèrent que la chanson peut être un tremplin politique. Oui, il y a une tentation, c'est la tentation occitane, n'est-ce pas? C'est une tentation d'amour. C'est une tentation d'amour. Je pense que ces gens-là sont des passionnés. Mais vous dites ces gens-là comme si vous ne considériez pas que vous êtes vous-même occitan. Je ne suis pas occitan. Je considère qu'il y a des Languedociens, qu'il y a des Provençaux, qu'il y a des Auvergnats, qu'il y a des Gascons, qu'il y a des Béarnais. Vous êtes plus orgueilleux, vous êtes béarnais. Je suis béarnais par respect pour les autres. Je ne veux pas que l'on uniformise la culture de mon pays en la faisant rentrer dans un ensemble qui serait composite et que finalement il y ait un jacobinisme occitan qui s'installe à la place du jacobinisme français que nous voulons détruire. Nous voulons que la France respecte toutes ses cultures, mais il est certain que si l'on veut cerner des entités, il y a une entité gasconne, qui comprendrait le Béarn, le Pays Basque, le Gers et les Landes. Pas le Pays Basque, le Béarn, la Bigorre, le Gers et les Landes. Le Pays Basque étant mis à part. Disons le Pays de l'Adour. Oui, le Pays de l'Adour. Et il y a cette entité. Il y a des relations extrêmement fécondes entre ses habitants. Et puis, il y a un langage qui est accessible à tous. Ensuite, si nous allons plus loin, ça devient difficile. Le vocabulaire n'est pas le même. Les origines ne sont pas les mêmes. Et les motivations historiques ne sont pas les mêmes. Nous n'avons pas pris part à la guerre des Cathares, et je l'ai dit maintes et maintes fois, nous ne referons pas la bataille de Muret. Ça ne nous concerne pas. Vous avez l'occasion de voir ces villages que l'on quitte, ces domaines qui deviennent étrangement déserts? Bien sûr, c'est le grand problème économique auquel nous sommes affrontés. Mais il faut comprendre aussi ceux qui partent. Mais que fait-on pour qu'ils restent? Mais c'est ce qui se passe dans mon village. Mon village n'avait pas changé depuis le dénombrement de Gaston Phébus. Il y a quand même belle lurette de cela. Et puis, dans les 10 dernières années, nous avons senti que, brusquement, il y avait un affaissement. Les jeunes ont pris d'autres fonctions, il y a une certaine dénatalité. De très belles propriétés vont mourir par extinction naturelle, car les garçons ne sont pas mariés. Alors, nous assistons à un drame, et nous le vivons tous les jours, ce drame-là. Mais je ne pense pas que la solution soit uniquement dans les réformes de structure. Il faudrait, je pense, faire un retour, changer l'esprit des choses. Jusqu'à présent, l'on a considéré que la campagne était un réservoir de main-d'œuvre extrêmement facile, extrêmement abondant pour l'industrie, et finalement, à l'aube du troisième plan, je me souviens en 57 ou 58, lorsque M. Rueff a prodigué ses conseils au gouvernement du général de Gaulle. Qu'a-t-il dit? Eh bien, il a dit, il faut que le mécanisme des prix inflige aux paysans un niveau de vie sensiblement inférieur à celui des autres classes sociales. Ainsi, on repoussera vers l'industrie une partie de la main-d'œuvre agricole. Vous êtes très en accord avec votre ami Loga. D'abord, est-il toujours votre ami? Il a été mon ami. Disons que nous nous sommes séparés sur des questions qui peuvent paraître secondaires, qui sont des questions... Il faudrait préciser peut-être que Loga s'occupe des jeunes agriculteurs. Oui, Louis Loga est président national des jeunes agriculteurs. Il a été longtemps secrétaire. Enfin, j'ai été tellement son ami qu'il m'est arrivé de corriger les rapports nationaux du Centre des jeunes agriculteurs
car je ne pouvais pas supporter, et lui-même ne pouvait pas le supporter parce qu'il est fort intelligent, je ne pouvais pas supporter que Louis Loga dise les âneries qui étaient écrites sur ses rapports. Je me souviens d'un rapport qui m'a été présenté. Vous allez loin lorsque vous dites âneries, quand même. Je vous fais juge Jacques Sancel. La phrase que j'ai changée sur un rapport était celle-ci: il faut promouvoir des utopies fécondes. Alors je voudrais que l'on m'explique ce que signifient des utopies fécondes. C'est-à-dire rêver en profondeur et penser qu'un jour, on aboutira à ce que l'on veut. Oui. C'est valable, vous savez. Vous croyez? Oui, je le pense. Je pense que c'est valable pour un rêveur, mais pas pour des gens qui se veulent pragmatiques. Et puis, je pense, voyez-vous, que Logan a eu tellement conscience que cette phrase n'a pas été dite. Il n'avait pas le pouvoir de la changer, car à cette époque-là, ce n'était ni le président, ni le secrétaire des jeunes agriculteurs qui écrivaient les rapports. Les rapports venaient tout près du gouvernement qui les commanditait. Vous voyez, Alexis Arrête Landrès, vous êtes poète, vous êtes paysan, vous êtes homme de la terre et homme de la vie, mais à certains moments, parce que vous aimez votre pays et parce que vous voulez le faire resplendir, vous devenez également un homme politique. Dans quel sens du terme? Dans le vrai sens. Au sens noble du terme, oui, mais nous faisons de la politique. Actuellement, Jacques Chancel, nous faisons de la politique ici. Nous émettons un certain nombre d'idées qui auront peut-être une certaine répercussion, dont nous agissons sur le plan politique. Dans ce sens, oui, au sens le plus noble du mot, nous faisons du politique. Mais vous ne pensez pas que lorsque deux hommes s'affrontent, ils vont quand même dans un même sens, puisqu'ils ont tous les deux l'amour d'un même pays, et qu'au final, les choses comptent et elles sont positives? À terme. Mais le terme peut être très éloigné. Il y a peut-être un point de convergence, c'est vrai. Mais s'il ne se trouve pas sur la terre, il est peut-être dans la vallée de Josaphat. Mais c'est très loin. Alexis, je voudrais savoir à quel moment vous êtes devenu poète dans votre enfance. Parce qu'il est un moment où les mots viennent facilement au bout d'une plume et puis s'inscrivent sur une feuille de papier. C'est vrai. Il y a un moment, cela correspond à l'éveil du cœur. Lorsqu'on commence à aimer. Et je ris encore de mes balbutiements, car j'étais très très mauvais poète, j'étais très mauvais versificateur, j'étais finalement très inspiré par les chansons que l'on entendait à l'époque à la radio, et qui étaient quand même des chansons à l'eau de rose. Et il n'y a eu qu'une élaboration fort lente, et c'est seulement à 21 ans que je remportais le grand prix des amicales régionalistes de la ville de Pau. Lorsqu'on est paysan, on est attentif, et j'ai mis de côté cette très belle phrase de Ramus. Il écrit: le paysan fait mouvoir son corps, mais travaille, l'esprit libre. Il est dans l'eau, il est dans le ciel, il est libre. Alors êtes-vous vraiment libre? On n'est jamais libre. On tend vers la liberté. Mais qu'est-ce que la liberté? Est-ce faire n'importe quoi ou avoir l'occasion de faire pleinement son devoir? Je crois qu'être libre, finalement, c'est cela. Pouvoir faire son devoir. Il y a des gens qui ne peuvent plus faire leur devoir, qui sont enchaînés. Cela, c'est terrible. Ils n'ont plus que cette liberté intérieure qui leur fait dire non, comme Antigone à Créon. Il y en a beaucoup dans des bagnes des pays totalitaires. Je suis en contact avec certains d'entre eux, puisque j'appartiens à une toute petite équipe qui est politique d'ailleurs, mais qui n'a pas de parti. Ce sont les solidaristes qui ont pris naissance en Russie, sous la persécution russe. Et il y a actuellement des solidaristes français qui font le voyage jusqu'en Russie, qui s'enchaînent aux rampes du métro, de façon à ce que la police ne puisse pas les déchaîner assez vite, et qui distribuent des ouvrages interdits en Russie. Ceux-là sont des Français qui ont des courages. Ceux-là travaillent pour la liberté des peuples. J'y crois fermement. Mais vous le savez, Alexis, il y a des prisonniers partout, dans tous les pays, et regardez même Madame Claustre, elle est toujours prisonnière. Oui, mais voyez-vous, Jacques, nous n'avons pas hésité ici en Béarn, et je pense que nous sommes une des seules associations combattantes, puisque je représente une association combattante, à prendre une position très ferme à ce sujet-là. Et au cours du dernier congrès de l'UNC et UNCAFN qui s'est tenu à Pau, nous avons parlé de ce problème de Madame Claustre, et j'ai dit qu'il eût suffi que le gouvernement fît appel à des volontaires pour que des hommes comme moi, qui sont fatigués par la vie et par leurs blessures, reprennent immédiatement le fusil et partent délivrer Madame Claustre et lavent le drapeau français de cet affront. Vous pensez que d'autres l'auraient fait dans d'autres pays? Je pense que d'autres pays n'auraient jamais hésité et qu'ils n'auraient pas attendu de volontaires. Je comprends que tout vous touche. Tout ce qui correspond ou qui égratigne la condition humaine. Tout. Tout, exactement tout.
Et la condition d'un péon sud-américain m'est aussi insupportable que celle des exilés dans les archipels du Goulag en Russie soviétique. Oui, je ne pense pas que l'on puisse supporter quoi que ce soit. Simplement, il faut faire des choix quant à l'action. On ne peut pas tout faire en même temps. Vous ne pouvez pas être indifférent. On ne peut pas être indifférent. Être indifférent, c'est se diminuer d'une part importante de soi-même. Et je pense que c'est se diminuer aussi de sa dignité. Revenons à la poésie. Vous pourriez conduire votre charrue au rythme d'un poème? Oui. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé il n'y a pas très très longtemps, il doit y avoir 3 ou 4 ans de cela. Jean-Claude Coudouille m'avait apporté une musique. Jean-Claude Coudouille est un de nos meilleurs créateurs et jeune. Et il suit la grande lignée des compositeurs comme Simen Palay ou Yann de Sabalot, enfin quelques grands noms que nous avons en Philadelphie de Gers dans Bigorre. Et il compose. C'est un excellent musicien. Seulement, il préférait que la poésie elle-même, qui s'adapta à son chant, fût très très élaborée et il avait confiance en moi. Alors il m'a confié sa chanson et je n'avais pas le temps. C'était l'époque du maïs, il fallait que je sème le maïs. Je suis monté sur mon tracteur et je composais la chanson au rythme des sillons que je traçais. Alors de temps à autre, évidemment, les voisins pouvaient me voir appuyer sur le débrayage du tracteur, arrêter le tracteur, ôter un calepin de ma poche, écrire un vers furtif et repartir. Bien sûr, ils n'ont pas pensé certainement que j'étais dans mon bon sens, mais vous savez, c'est le lot des poètes. Ce travail de paysan, vous le faites tous les jours? Oui, tous les jours, et exclusivement. Exclusivement? Je ne vis que de cela, oui. Le paysan, vous le savez, Alexis, a le sens du réel. Et il l'a devant lui, ce réel. Ce réel, c'est Bossuet qui disait justement, je crois en parlant du réel, Sa Majesté le réel. C'est vrai. Le réel, vous le considérez comment? Vous le voyez bien ou vous le voyez avec des yeux de poète? C'est-à-dire vous l'enjolivez? Un homme n'est vraiment un homme que lorsqu'il touche le réel, au moins sur un point déterminé. Mais il y a la réalité de la vie ensuite, qui n'est pas forcément le réel. Car on n'atteint le réel qu'à travers des idées, et des idées métaphysiques. Mais la réalité de la vie, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut prendre à bras le corps. Et une fois qu'on a saisi la réalité de la vie, il y a une certaine sagesse qui vous vient. Et alors, c'est une forme d'accessibilité au réel. Il y a tout de même cette communion avec la nature, il y a ce rapport avec le silence. Il ne faudrait pas croire que le silence est un monde vide. Le silence est habité, et c'est le silence du paysan. Je vous vois seul sur un champ, et j'imagine ce que vous pouvez être, comme sont tous les autres paysans qui n'ont peut-être pas les mêmes raisons que vous d'exister et de penser. Je pense. Je prie Dieu qu'il donne à tous les hommes non pas seulement le pain quotidien, mais leur part de silence quotidien. Vous voudriez, Alexis, éterniser ce que vous êtes? Ah non, pas ce que je suis, ce que je deviens. Car... Deviens qui tu es, disait Goethe. Alors est-ce qu'on y arrive un jour? Oui, je crois que la phrase d'ailleurs a été reprise par Marcel de Corte. Oui. Et c'est très vrai. Deviens qui tu es. À l'origine, nous sommes certainement. Mais il y a une sorte de décréation et nous ne nous retrouverons pas tels que nous avons été créés. Alors il y a ce lent travail. Finalement, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes un peu comme ces amphores grecques, vous savez, que l'on découvre au large de la mer Égée, qui sont pleines de coquillages et d'excrétions calcaires. Il faut les nettoyer et les rendre à leur forme primitive. Finalement, le monde hideux qui nous entoure, il accroît notre personnalité de choses absolument inutiles. Il faut nous dépouiller pour revenir, je pense, à la pureté primitive. Un parti paysan, vous êtes resté paysan, mais avec un enrichissement tout à fait inhabituel. Alors avez-vous su garder l'humilité? On y tend. Voyez-vous, même... Difficile. C'est très difficile, mais être chrétien, c'est très difficile. Personnellement, je ne suis pas chrétien, je ne suis que catholique, c'est-à-dire à travers l'Église catholique, j'essaie tous les jours de devenir chrétien. J'y parviendrai peut-être au terme de ma vie, mais je n'y suis pas parvenu. Vous en êtes au point où chaque heure de l'existence est considérée comme divine? Elle est considérée non pas comme divine, parce que je sais qu'il y a quand même l'existence du mauvais, mais elle est considérée comme une grâce divine. Elle est un palier qui m'est donné pour aller un peu plus loin, pour devenir un peu meilleur. Mais ça ne se voit pas tellement, vous savez, dans la vie courante. Je suis un homme de violence, mais considérant ce que j'étais au départ, la part de haine, par exemple, qu'il a fallu
enlevé, qu'il a fallu... Vous aviez de la haine? Oui, j'ai eu de la haine. Vous n'avez pas encore un peu de haine? Je n'ai plus de haine, absolument pas. Mais je me délivre assez mal encore d'un certain mépris. J'ai eu de la haine pour le général de Gaulle, je le dis, je le considère comme le destructeur de l'Occident et en particulier de mon pays. Je considère que c'est celui qui, au discours de Phnom Penh en particulier, a trahi le combat de mes camarades vietnamiens et qui a fait s'appesantir jusqu'à la pointe de Camao, eh bien, le goulag du Nord-Vietnam. Je le considère, j'ai eu de la haine, c'est vrai. Quand vous gardez encore du mépris? Non. Je sens dans vos paroles parce que le ton change. Non, il y a cette violence parce que je suppose mal de voir mon pays humilié. Je suppose mal de voir ce merveilleux fleuron qu'était l'Afrique du Nord abandonné à une dictature innommable. Je le supporte mal, tout cela. Mais je n'ai pas de haine pour le général de Gaulle. Il a été un artisan. Dans quelle mesure était-il responsable? Je ne le sais pas. Mais pour vous parler de l'Algérie, vous êtes-vous demandé une seule fois si les Algériens étaient heureux? Ils le sont sans doute. Je me le suis demandé, mais j'ai beaucoup de camarades qui reviennent là-bas. Car vous parlez par rapport à vous-même. Oui, c'est vrai. C'est bien d'ailleurs, nous sommes tous comme ça. C'est vrai. Seulement, il y a une part de subjectivité. Je me souviens d'une chose. D'abord, je ne puis parler que par rapport aux camarades que j'ai rencontrés. J'avais en Indochine d'excellents camarades. Je puis parler d'un ami qui s'appelait Aïtiaya, en particulier, qui était un Algérien, un authentique Algérien. Nous étions deux frères d'armes, nous sommes battus ensemble. Il n'y a jamais eu rien entre nous. Nous étions vraiment liés par une même civilisation. Je pensais qu'il y avait beaucoup de gens en Afrique du Nord qui étaient ainsi. Et il me semble, d'après ce que m'ont dit beaucoup de camarades, que finalement la perte de l'Algérie n'était pas inéluctable. Je pense que la République n'a pas fait son travail en Algérie. Je pense qu'il aurait fallu faire des réformes en profondeur. Mais finalement, je me rends compte que les erreurs que nous avons faites en Algérie, nous les recommençons avec les provinces françaises. Alexis Zarette-Landré, je disais tout à l'heure que vous étiez paysan, que vous l'étiez resté, et vous l'êtes à chaque jour de votre vie. Vous écrivez des récits, des romans, des témoignages, des recueils de poèmes. Si vous étiez parti pour Paris, auriez-vous mieux réussi votre vie? Bon, qu'est-ce réussir sa vie? Je ne parle pas de réussir sa carrière. Non, sa vie. Car sa carrière, ça ne veut rien dire. Oui, réussir sa vie. Je pense quand même que c'est d'abord trouver un certain équilibre. Cet équilibre... Vous ne pouvez rester qu'ici, alors. Je crois que je ne puis rester qu'ici, avec mes amis de Syros et avec mes enfants. Le foyer compte beaucoup pour moi. Il m'a apporté une dimension nouvelle, pourtant, Dieu sait. Je me suis engagé dans la voie du mariage après maintes hésitations. Pourtant, j'avais une fiancée qui était absolument charmante et qui fait une épouse en tout point parfaite, qui m'a comblé et qui m'a donné 4 beaux enfants. Mais vous aviez peur. Mais j'avais peur. J'avais peur que ma femme n'aliène ma liberté. Ne laisse pas subsister cette part de silence et de recueillement dont j'avais tellement besoin. Et puis j'ai découvert que finalement, elle a enrichi mon silence. Mais vos enfants seront-ils paysans? Leur ferez-vous comprendre comme il est important qu'ils restent dans leur terre? Ou bien au contraire, aurez-vous pour eux de l'ambition? Aucune ambition. Et s'il en a si l'ambition, c'est qu'ils restent. Ou même pas. Ils feront ce qu'ils devront faire. Écoutez, lorsque je suis parti en Indochine, j'ai dit à mon père, papa, il faut que je parte. Mon père me voyait inquiet, tourmenté. Pourtant, j'étais son seul fils, ça devait lui coûter beaucoup. Il m'a dit, je me souviens toujours de cette scène, nous étions en train de travailler la vigne. C'est un beau travail que le travail de la vigne. Il m'a dit, si tu dois partir, il faut partir tout de suite, car tu le regretterais toute ta vie. Et alors je suis parti. Et si mes fils veulent partir, malgré tous mes efforts, pour les enraciner dans cette terre, je leur tiendrai le même langage que mon père, car c'était le langage de la sagesse. Mais toute sagesse comporte une part de souffrance. Alexis, vous êtes béarnais, mais vous êtes d'Athènes ou vous êtes de Rome? Je suis d'Athènes. Pourquoi d'Athènes? Je suis d'Athènes, d'abord parce qu'Athènes n'était pas sérieuse. Athènes ne se prenait pas au sérieux. Parce que c'est toute la culture? C'est toute la culture. Et puis, c'est le confluent de tellement d'influences. L'influence égyptienne, l'influence orientale. Et puis, c'est là que s'est constitué l'homme occidental. Je ne suis pas romain. Je ne suis romain que sur le plan catholique, n'est-ce pas? Mais je considère les Romains comme les nazis de l'époque. Ils l'étaient. Ils ont imposé une loi de fer à tout l'Occident. Ça a servi l'Occident. Mais il y en a eu quand même des poings coupés. Il y a eu des crucifiés. Il y a eu des martyrs innombrables. Alors, je n'aime pas Rome. Mais les mots que nous avons, les mots qui font notre langue,
car il faut bien le dire, je suis d'ici, ils viennent d'où? Parce que, je le sais, vous assurez maintenant une géographie linguistique. Le mot est un peu gros, mais je dirais tout simplement qu'il y a plusieurs... Une sémantique. Une sémantique. Le mot est ambitieux encore. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une étude des mots. Oui, et parfois par comparaison, même parfois, une certaine forme des mots. C'est vrai, la langue est romane à 80%. Le recouvrement roman a été énorme, car du point de vue culturel, c'était quand même la culture écrite. Mais la base de la langue n'est pas romane. Il y a des mots qui nous viennent de très loin, des rives de l'Égée. Et d'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que nous les avons en commun avec les Basques. Et ces mots ne sont pas non plus, semble-t-il, d'origine basque. C'est que Basques et Béarnais semblent avoir brouté la même herbe à un moment donné de leur histoire. C'est tout ce qu'on en peut dire. Mais beaucoup, dont les ouvrages sont oubliés, ont écrit là-dessus. Malheureusement, les latinistes tiennent ces ouvrages sous le boisseau. Je me suis toujours rendu compte que lorsque les Béarnais parlent, et les Basques aussi, ils font alliance, comme s'ils oubliaient les Bigourdans qui font partie quand même d'un certain complexe. Ah, voyez-vous, Jacques, il y a ceci qui est important. C'est que nous sommes obligés de Disons vivre... que la Bigorre c'est Tarbes, le Béarn c'est Pau, même le Pays Basque c'est Bayonne. Nous sommes d'une même race, et j'ai pu le développer tout à l'heure, n'est-ce pas? Mais avec les Basques, nous sommes obligés de vivre. Bon, alors... Obligés? Obligés. Heureux? Nous sommes obligés. Le destin ne nous a pas demandé si nous voulions vivre ensemble. Bon, alors ça a été probablement un mariage de raison, mais ce mariage de raison a été conclu. Il n'y a jamais eu de guerre entre Basques et Béarnais. Il y a eu beaucoup plus de guerres entre les provinces basques qu'il n'y a eu de querelles, dirais-je, entre Basques et Béarnais. Quant avec les Bigourdans, nous n'avons pas de mauvais rapports, vous le savez bien. Simplement, les Bigourdans nous taquinent un peu. Ils nous disent Biarnés, Faus et Courtés. Ça veut dire faux et courtois? Oui, mais ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Les Béarnais rétorquent Bigourda, Pire et Keka. Ce sont des mots. Ce sont des querelles de frères. Répétez pour Bigourda. Bigourda, Pire et Keka. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, Jacques, je vous l'assure. J'ai tellement d'amis bigourdans. Vous ne pensez pas, Alexis, que chez vous, et je crois le comprendre depuis le commencement de cet entretien, l'action et le rêve se confondent, ce qui est d'ailleurs une merveilleuse chose. Ils se conjuguent. Au présent, oui, ou au passé? Ma forme de rêve n'est pas différente de ma forme de pensée. Je pense naturellement par image comme l'on rêve. Et c'est ma façon de réfléchir. J'ai compris comme une certaine crainte, mais si vous avez peur de tout, c'est parce que vous croyez en tout. Comment, une certaine crainte? Une certaine crainte des choses, de la vie. Non, vraiment... De l'avenir. Il y a eu ceci. J'étais un garçon très timide à mon adolescence parce que probablement trop délicat. Et alors, à chaque étape de ma vie, je me suis obligé à franchir un stade que j'appréhendais. Bon. Il est certain que lorsque je me suis engagé dans les parachutistes, c'est parce que j'avais peur. Lorsque j'ai quitté les parachutistes pour entrer dans les commandos, où c'était vraiment... on avait 90% sur 100 d'y rester. Bon, c'était parce que j'avais peur. Chaque fois, j'ai fait les choses parce que j'avais peur. Lorsque j'ai commencé à parler en public, c'était parce que j'avais peur. Je pense qu'il y a un seuil que l'homme doit toujours franchir. Il y a une porte qu'il faut toujours franchir. On peut être parachutiste et poète? Ah oui. On peut être parachutiste et poète. Il y a une admirable prière parachutiste qui a été composée par l'aspirant Zinher, qui est mort, je pense, en Libye, lors des combats contre les Allemands, et que les parachutistes, je pense, même s'ils ne croient pas tellement, aiment à redire ou à entendre. Alexis Arrête-Landrès, vous devez connaître cette phrase qui est posée sur le fronton de Delphes, sur le temple de Delphes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est plus difficile quand même de se connaître soi-même. Et lorsqu'on est comme vous, paysan, enraciné à un pays, à une terre, je ne dis pas à des habitudes, mais à des amours, on finit quand même par être beaucoup plus avec soi qu'on ne l'est nous à la ville. C'est-à-dire exilé quelque part. Oui, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai, mais l'on est également beaucoup plus réticent à l'égard de ce que l'on est. C'est-à-dire que l'on se découvre tellement pauvre, tellement ignorant, tellement petit, que l'on prend exactement la nature du microcosme et du macrocosme.
Et alors, vraiment, il y a un sentiment d'humilité qui vous saisit, qui vous étreint et qui ne vous abandonne pas. Un paysan authentique, dans le fond de lui-même, c'est un homme qui est humble. Ça ne paraît pas toujours, car il y a le masque que l'on met sur le visage. Et il faut un masque parfois comme une égide pour Mais le masque devient parfois visage. C'est exact. Il rentre dans le visage. Et c'est là le drame de notre temps. Vous ne pensez pas, Alexis, que vous ne serez jamais un être de ce temps? Mais de quel temps alors? Je vous le demande. Faut-il être un homme de son temps? On risque de passer à ce moment-là très vite. Je crois que tout ce qui est très moderne passe très vite. Non, je pense qu'il faut être un homme intemporel, simplement un homme. Et le temps qui s'écoule, c'est comme le sable dans le doigt de la main, voyez-vous. Le temps passe et la main reste. Alors, je crois qu'il faut laisser passer son époque, il faut laisser passer les modes divers, il faut rester soi-même. Et puis le temps, quelle importance il a, et on en parle toujours avec des formules comme il faut perdre son temps. Ah oui, ces formules qui sont horribles, qui sont atroces. Perdre son temps, meubler son temps, remplir son temps. Alors qu'il faut sans cesse que j'invente du temps pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire. Vous êtes de ce pays, on le comprend, vous êtes de ce Béarn, mais à quel moment l'avez-vous compris? Ce sont des choses qui viennent jeunes? Très jeune. Je l'ai compris, je pense, depuis ma tendre enfance, depuis que mon père me contait les histoires qu'il avait recueillies d'un ancien berger qui s'appelait Cabane. C'était un être assez misérable, mais qui possédait des histoires merveilleuses. Mon père m'a fait vivre pendant ma jeunesse avec ses contes. J'en ai été imprégné. Et j'ai été béarnais, mais fondamentalement béarnais, dès l'origine. Cette fierté béarnaise ne m'a pas quitté. De sorte, lorsqu'André Mariette est venu me proposer de monter ce festival de Syros avec quelques autres camarades, je revenais avec ma femme, d'ailleurs, du festival des Rota à Saragosse, et je me demandais comment pourrions-nous donner conscience au peuple béarnais de ce dont le peuple aragonais avait pris conscience. Eh bien, j'ai accepté la proposition d'entrer d'enthousiasme, non pas parce que j'espérais que ça réussirait, mais parce qu'il fallait le faire. C'était vraiment le devoir, et le seul devoir qui s'imposa à l'époque. Et nous l'avons fait. Je remarque également que vous êtes patient. Et la passion est une folie, donc vous êtes un peu fou. Bien sûr. Bien sûr. Il faut être fou dans cette vie pour faire ce que nous faisons. Mais il y a la folie de Dieu qui sauve les hommes. Dieu vous occupe. C'est le but. C'est le but absolu. La Bible, c'est mon livre de chevet, même si je ne suis pas très bon chrétien, je l'ai dit. Je pense que la préoccupation de Dieu a passé constamment dans tous les actes de ma vie et dans tous les actes dans toutes les actions que j'ai tentées, j'ai eu le but terminal avec l'accomplissement de la croix. Il vous arrive de temps en temps d'attendre l'aube, comme si l'aube devait vous apporter ce que vous attendez et ce que vous êtes impatient d'avoir. Oui, il m'arrive peut-être pas l'aube, mais d'attendre le jour, c'est-à-dire la lumière, cette avancée de la lumière. Mais vous savez, Jacques, lorsqu'on écrit un poème, lorsque l'on se met en état de grâce, parce qu'il y a un procédé technique que l'on découvre au fil des années pour se mettre en état de grâce poétique, eh bien, lorsque l'on attend la venue de ce poème, l'on est un peu dans cette demi-nuit qui précède l'aurore. On sait que le jour va se lever et cette attente est presque insupportable. Elle est douloureuse, c'est une sorte d'enfantement. On sait que ça va venir, mais on sait également qu'il est impossible que cela vienne, et pourtant cela viendra. Vous pensez que vous avez une vie un peu à l'écart des autres, un peu marginale? Dans votre état de paysan? Je pense que, non, dans ma vie de paysan, j'ai une vie extrêmement sociale. Je suis un homme très sociable. Mais je pense que je m'éloignerai. Les autres paysans désormais... que vous rencontrez vous comprennent? Ah oui, parce qu'il y a quand même un certain nombre de valeurs qui nous sont très très communes. D'ailleurs, voyez-vous, un paysan authentique comprend ces choses-là. Il les comprend d'instinct. Je ne suis pas sûr qu'un intellectuel me comprendrait d'emblée, mais un paysan authentique comprend ces choses-là. J'ai d'excellents camarades dans mon village même avec qui je puis aborder ces questions-là. Il ne faut pas se méprendre. Dans mon village, il y a en particulier
un de mes cousins qui m'a beaucoup influencé. À côté de lui, je ne suis qu'une intelligence très très médiocre. Et c'était vraiment lui, une intelligence rayonnante. Il est resté paysan. Il ne s'est même pas marié. Il accomplit pleinement sa vocation. C'est pleinement un homme à la terre. Mais il avait une faculté extraordinaire de comprendre les choses, de les saisir immédiatement et de les transposer. Et finalement, c'est un homme épanoui et joyeux. Lorsque on vous écoute, et je vous écoute, on s'aperçoit que votre vie ressemble à une quête. Il y a eu d'abord le commencement, et c'est la terre, vous êtes fils d'agriculteur, vous êtes paysan vous-même. Il y a eu ensuite le commencement d'une aventure que vous vouliez prendre la défense d'une idée, et c'est un départ. Et ensuite, il y a le retour, et c'est le retour à une terre et le retour à des traditions comme pour les renouveler. Oui. Comme s'il manquait quelque chose à votre vie, comme si vous n'aviez pas bien servi votre terre. On ne sert jamais totalement sa terre. Il faut toujours, selon la parole de Saint Vincent de Paul, faire davantage. Mais effectivement, il y a toujours la quête du Graal. On ne le trouve finalement jamais, on le sait bien, mais il faut y tendre. Et j'ai cru effectivement que j'avais une sorte de mission à accomplir. Je ne savais pas laquelle. Et je me suis rendu compte que pour savoir quelle était cette mission que nous avions à accomplir, il fallait absolument abandonner toute ambition personnelle et se remettre entièrement entre les mains de ce que certains appellent la Providence, mais que j'appelle clairement Dieu. Et depuis cette époque-là, ça ne date pas de très très longtemps. Ça date finalement de 5 ou 6 ans à peine. Je me suis remis totalement entre les mains de ce que je crois être l'ange qui guide chacun des humains. J'y éprouve une profonde joie et une sorte de sérénité. Je suis encore trop jeune pour être serein. Je serai passionné. Vous avez quel âge? J'ai 48 ans. Mais j'estime que je suis encore trop jeune. Pourquoi? Parce que je suis un homme de violence et je suis aussi un homme passionné. Mais néanmoins, le chemin qui m'entraîne est un chemin qui me mène, je le sais, vers la sérénité. J'ai là devant moi, Alexis Sarrett-Landress, votre poème « Les enfants de l'obstacle » et j'ai retenu quelques vers. Il y a d'abord cette petite série. Il n'est rien qui demeure en ce pays mobile que nul ne peut circonvenir. De soleil en soleil, nous fuyons d'île en île et nous n'avons pas d'avenir. C'est exact. J'ai toujours eu l'impression que nous étions d'ailleurs. Le Béarn, pour moi, si beau soit-il, c'est un campement. Et il y a également cette suite, car nous butons toujours aux rives de nous-mêmes. Nos songes peuvent essaimer. Il leur faut revenir, non pas à ce qu'on aime, mais à ce que l'on doit aimer. Voilà, c'est la notion du devoir. C'est le but. C'est le but. À ce que l'on doit aimer. Êtes-vous, suivant la grande formule de Montesquieu, l'homme des bois, parce qu'il le disait, la France est née dans les bois? Je ne suis pas l'homme des bois, mais j'ai un culte véritable pour l'arbre. Car je pense que ce n'est pas par hasard que la France soit née dans les bois. Ce n'est pas par hasard non plus que le Christ ait été crucifié au bois. Finalement, l'arbre symbolise l'homme. Et puis il y a également Mistral, parce que nous n'avons pas parlé. Et Mistral, c'est tout de même important dans notre culture. C'est très important. Et notre culture française. Et lorsqu'il parlait des paysans, il disait de ces hommes qui naissent gallo-romains et gentilshommes. Oui, c'est vrai. Il y a une noblesse dans la terre, dans la culture de la terre, à tel point qu'ici, en Béarn, la noblesse n'était pas une noblesse de sang, c'était une noblesse de sol. Il y avait des fiefs nobles, et dès que l'on achetait un fief noble, eh bien la vertu de la terre elle-même était censée pénétrer dans la famille et vous faire noble. Vous avez écrit également, Alexis, des psaumes pour les temps obscurs. Quels sont ces temps obscurs? Les temps obscurs, ça a été la période très dure que j'ai passée dans les geôles gaullistes et où j'ai repensé ma position face au monde et face à la société. Bon, la France m'avait déçu. Je pensais que je ne resterais plus français, que je ne pourrais plus me réattacher à ce pays-là. Je pensais que nous étions dans la nuit, mais qu'il y aurait un renouveau. Et dans cette extrémité, il fallait se montrer courageux, et se montrer courageux, c'était d'abord faire son bilan, en tirer des conclusions, et s'en remettre aussi entre les mains de la destinée. J'ai écrit ces psaumes pour l'obscurité, pour les temps obscurs plutôt, et puis maintenant je me rends compte que les temps obscurs ont continué sous une autre forme. Car je crois
que l'époque que nous vivons est encore pire que celle que nous avons connue lorsque nous avons abandonné l'Algérie à son destin. Car tout de même, le général de Gaulle mentait, mais il ne cherchait pas à faire passer pour vertu ce qui était le contraire de la vertu. Alexis Arrête-Landresse, nous sommes à Pau et j'aimerais que nous terminions par un chant d'espoir pour le Béarn. Ce chant d'espoir pourrait être garni par quel mot? L'espoir, ce n'est certainement pas l'espoir de Malraux. L'espoir, je crois qu'il pourrait se tenir dans une parole de Vauvenargues. Vauvenargues disait ceci: la fortune peut manquer aux hommes courageux, mais elle n'a pas le pouvoir de leur enlever le courage. Quelles que soient les épreuves qui attendent l'équipe de militants régionalistes que nous sommes, je sais que nous serons fidèles au rendez-vous du destin. Merci Alexis Arrête-Landresse. Je rappelle que nous étions aujourd'hui en direct de Pau. Nous avons parlé du Béarn. J'ai accueilli un homme qui est de ce pays, qui est enraciné dans ce pays et dans sa famille, et qui sait chanter, qui sait faire chanter les mots, et qui est un paysan authentique. Je n'irai pas jusqu'à dire que vous êtes un poète, on le sait. Et vous l'avez dit, et on vous accompagne.